parlons à présent débat avec plusieurs sujets qui vont meubler ces échanges. La suspension de Radio France Internationale décidée par les autorités burkinabées compte tenu de certains manquements à la diffusion de l'information, comme le précisent si bien les autorités, continue de susciter satisfaction d'une part, questionnement pour d'autres et même des craintes pour des analystes plus avertis. Nous allons parler de ce sujet, mais de bien d'autres, avec deux invités sur ce plateau. Herman Konkobo, consultant, socio-historien et doctorant à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors je précise que vos recherches sont spécialisées dans les dynamiques conflictuelles liées à l'exploitation des ressources naturelles, notamment minières. Oui, c'est bien ça. Nous recevons également sur ce plateau Isaka Ouedraogo. Il est le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous madame, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Alors, le premier thème porte sur la suspension de Radio France Internationale. Nous allons procéder à des analyses très rapides. RFI qui est suspendu du territoire depuis le 3 novembre pour des raisons évoquées par le gouvernement. Les anti-impérialismes applaudissent. Les journalistes sont méfiants, voire même craintifs pour la liberté de la presse. Vous, Isaka Ouedraogo, qu'en pensez-vous ? Merci à vous, madame. Alors, je crois que ici, pour moi, à mon avis, c'est une erreur politique que le gouvernement vient de poser, en ce sens que, d'abord, la suspension de RFI, est-ce que c'est le gouvernement qui doit, en fait, le gouvernement est compétent pour, en fait, suspendre la radio? Une radio, n'importe quelle radio, que ce soit RFI ou que ce soit Omega, que ce soit Savane, est-ce que le gouvernement a compétence ou les prérogatives de mettre fin aux émissions d'une radio quelconque? À mon avis, non. Il y a des institutions qui sont là pour cela. Vous avez le Conseil supérieur de la communication. Qui est paralysé. Oui, mais le Conseil est paralysé par qui? Par la même gouvernance militaire. Là, il faut aussi se dire les choses. C'est la même gouvernance militaire qui a paralysé justement le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Donc, ici, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas du tout une excuse. Donc c'est pour dire qu'ici, on a l'impression qu'on est en train d'enfreindre aux libertés, aux libertés des presses, aux libertés des presses. Et moi, je pense qu'il faut éviter la bagarre où ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Le président Thomas Sankara, que les nouvelles autorités sont en train de... Donc, les autorités actuelles sont en train de copier le modèle, mais au temps fort du CNR, malgré toutes les critiques, les charges dont faisait l'objet le CNR à l'époque, n'a pas du tout en fait suspendu une radio quelconque, à ce que je sache. Voilà. Donc je pense qu'ici, il y a des voies et moyens pour arriver en tout cas à une solution entre les médias, parce qu'il faut éviter en fait de se mettre à dos les médias de manière inutile. Alors, Herman Konkobo, en tant que citoyen, votre avis sur cette question? Peut-être même que vous êtes un grand auditeur de la radio RFI. Merci bien pour cette question. Et de mon point de vue, je pense que les questions fondamentales qui ont effectivement conduit à cette transition militaire, je pense que il serait important de se focaliser sur ces questions-là et d'aborder en fait des questions qui de mon point de vue n'en valent pas la peine, des questions qui de mon point de vue ne collent pas en fait avec les grandes problématiques qui sont posées à notre peuple, celle effectivement de s'en sortir face en fait à cette grave crise que nous vivons. Donc pour moi c'est un non-sens, c'est un non-événement. Voilà. Mais pourtant, la fermeture de cette radio, pour les raisons évoquées, il y a un lien direct avec les questions fondamentales que nous vivons actuellement, notamment la crise sécuritaire. Oui, et je pense que la question est très mal posée. Je pense que si aujourd'hui nous voulons effectivement poser en fait la question du rapport entre la France
et le Burkina, il faut la poser de manière claire et nette, de manière publique. Voilà, de l'expliquer au peuple de manière claire et publique. Voilà, mais le poser dans le sens, pour moi, c'est un peu déplacé quand même. Voilà, c'est déplacé et qu'il y a effectivement des problèmes qui sont plus fondamentaux et qu'il faut aborder. Alors, tout comme vous, Newton Ahmed Barry, le journaliste, a évoqué plusieurs aspects, notamment cette question de vice de procédure dans la suspension de l'émission de RFI au Burkina Faso. Mais il y a des journalistes qui vont plus loin, qui craignent même qu'on soit dans une dynamique de musellement de la presse. Est-ce que vous avez ces mêmes craintes-là? Ben écoutez, je crois que j'ai les mêmes craintes. J'ai les mêmes craintes parce qu'à cette allure-là, il ne faut pas s'étonner qu'un jour on se retrouve justement avec la suspension de beaucoup de médias. Parce qu'à l'allure où vont les choses. Moi, je pense qu'il faut poser le problème du Burkina Faso en termes de réalisme, ok? En termes de réalisme et non en termes de complaisance. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une fuite à l'avant par rapport à un certain nombre de questions posées. Quand je dis plus fuite à l'avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des questions qui sont posées qui n'ont pas de réponse. Mais lorsqu'il y a en fait un début de réponse ou un sentiment en tout cas une volonté de réponse de part et d'autre, on estime qu'une certaine opinion pense que les gens sont contre la transition ou sont contre en fait les nouvelles autorités. Je pense que non, le problème ne se pose pas à ces niveaux. Qu'est-ce que RFI, au niveau de RFI, il y a eu on a reproché à RFI, c'est la deuxième fois qu'on fasse des reproches à RFI. On a reproché à RFI à un moment donné d'avoir en fait passé une communication qui n'était pas en fait saine pour en fait justement le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a aussi ce contexte aujourd'hui de VDP qui a été aussi relevé par RFI. Parce que moi j'ai peur, ce dont j'ai peur que en fait nous soyons rattrapés justement par ce que nous sommes en train de fuir aujourd'hui. Parce que aujourd'hui il faut poser le débat en termes clairs. Le problème des VDP, c'est un problème qui est là. Est-ce que ce que RFI a dit, est-ce que ce qui a été dit sur les ondes de RFI, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que ça tend à effectivement amener la division entre les Burkinabés? Moi, je pense que non. Si, en fait, on doit plutôt mieux percevoir cela, prendre ça en compte justement pour rectifier ce que nous sommes en train de faire, que de prendre ça en mal et vouloir en fait justement suspendre cette radio. Parce que si aujourd'hui RFI estime que nous sommes sur une mauvaise voie et ça va amener justement la division entre les Burkinabés, c'est à nous de travailler en sorte que RFI et tout le monde entier sache que en fait RFI, ce que RFI a diffusé en son temps n'est pas vrai. Donc je pense que c'est l'unité des Burkinabés ici en fait qui doit prévaloir justement. Est-ce que vous comprenez? C'est la compréhension justement en fait de la démarche des autorités par rapport à ces initiatives qui comptent pour moi et non ce qui s'est dit à travers en fait un certain nombre de médias. Parce que de toute façon aujourd'hui il faut se dire les choses. Il y a combien de Burkinabés qui peuvent écouter RFI, qui écoutent RFI? Alors, si vous parlez de nos radios locales, en fait, je suis d'accord. Vous avez par exemple Savane TV qui est bien écouté. Si c'est Savane TV, en fait, qui joue à ce jeu, on peut dire que non, voilà, c'est un média burkinabé qui est en train de créer la discorde entre les populations burkinabées. OK? Parce que c'est une radio très bien écoutée par, en fait, le commun du burkinabé. Aujourd'hui, vous avez par exemple, quand vous écoutez Sidnaba les matins, faire, en fait, le rapport des journaux, voilà, il est très bien écouté. OK? Il est très bien écouté, mais RFI, vous avez combien de personnes qui écoutent RFI? Voilà. Donc je pense que ici, c'est ce que je dis tantôt. Selon les sondages de ce même média, ils évoquent 40% de la population burkinabé. Mais écoutez, 40% de la population burkinabé, c'est pourquoi je dis, moi je pense qu'ici que nous avons plus sérieux et plus urgent à régler au Burkina Faso qu'en fait justement de nous étaler en fait sur des débats pour moi qui n'ont pas de sens. Alors justement, parlons de plus sérieux et en lien avec RFI, évoquons le cas des relations entre la France et le Burkina Faso. Au cours de la semaine, l'ambassadeur de France a été reçu par Apollinaire Kielem de Tambela. Il a réaffirmé la disposition de son pays à rester aux côtés du Burkina si les autorités le veulent et la réarticulation du partenariat entre les deux nations.
Et le compte-rendu de la primature a été diversement apprécié. Il ressort que les autorités ont indiqué que la France pourrait aider les initiatives endogènes de sécurité, notamment les VDP, en fournissant des armes, des munitions et en prenant en charge financièrement ces volontaires. Déplorer la franchise de la relation et demander à nouveau l'aide de ce partenaire. Comment est-ce que vous interprétez cela? Alors, merci bien. Je pense que c'est ce sujet aussi qui motive en fait les résultats de nos recherches, notamment les trois thèmes qui ont été développés par 3 chercheurs, dont le premier porte sur le militarisme franco-africain, le deuxième thème qui porte sur les perspectives de coopération et de développement et de prévention et de gestion des conflits, de la crise actuelle, et le troisième thème qui porte sur les alternatives politiques en fait aux violents affrontements dans le secteur minier, notamment artisanal. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut simplement conclure que il faut poser, les autorités actuelles, ce qui ressort, doivent poser de façon franche, de façon claire, la problématique et la nature des relations qu'elles veulent nouer avec un tiers pays. Pour le cas de la France, les conclusions de nos recherches ont montré que pas que la France, parce que la France est dans une coalition en fait d'acteurs qui contribuent à la militarisation du Sahel. Et quand on fait parler de l'Union européenne, de d'autres la communauté internationale d'un point de vue plus large. D'un point de vue plus large. Effectivement, quand on fait l'analyse de ces 8 dernières années, l'escalade, la militarisation en fait du Sahel n'a pas permis de mettre fin à l'escalade de la violence. Et alors, la question fondamentale de ces 3 études, posent la question des rapports, la question fondamentale des rapports sociaux qui, à l'échelle des pays, l'échelle nationale, qui pose la question des rapports d'inégalité criards qui se posent dans notre pays. À l'échelle internationale, c'est des rapports de domination, en fait. Et ces rapports de domination qui régissent, en fait, l'état des rapports entre la France, tel que vous l'avez dit, et notre pays. Et alors, sur quelle base, effectivement, on veut y aller? Et je pense que c'est en cela qu'il y a une ambiguïté, il n'y a pas une franchise dans la communication en fait et des autorités actuelles par rapport à ces grandes questions qui sont posées. Vous avez la même analyse, Issaka? Écoutez, je pense que d'abord, moi je pense que nous sommes liés ici à quelques contradictions. Et d'abord, les rapports entre les États requièrent de tout un chacun un respect mutuel de part et d'autre. Et le Burkina n'a pas à imposer quoi que ce soit à la France. Et je pense que nous avons reproché à la France, dans la lutte contre le terrorisme, nous avons reproché à la France son manque ou justement son refus de nous appuyer de manière sincère, son refus de nous doter de matériel adéquat pour combattre le terrorisme, son refus de se battre auprès de nous pour éradiquer le phénomène terroriste hors de nos frontières. Alors lorsque vous dites cela, si l'on en croit les propos de l'ambassadeur de France qui estime que son pays intervient lorsque les autorités burkinabées émettent la demande. Mais est-ce qu'on peut parler dans ce cadre-là d'un refus? Non, mais on peut parler dans ce cadre d'un refus dans la mesure où d'abord, je pense que le terrorisme nous a été imposé, justement par ces mêmes acteurs. Ces mêmes acteurs, la France et ses alliés, c'est eux qui nous ont imposé le terrorisme. C'est eux d'abord qui sont allés détruire la Libye, qui nous ont en fait exporté justement le phénomène terroriste. Maintenant, quand ils nous demandent aujourd'hui d'émettre la demande, je crois qu'il y a eu beaucoup de cas où la France n'a pas joué franc jeu. Je vous donne un exemple. Il fut un moment où nos forces armées ont vu les déplacements des terroristes à travers une partie du territoire. Mais quand on a demandé, quand en fait nos forces de défense et de sécurité ont voulu réagir, mais Barkhane
a dit à nos forces de sécurité, à nos éléments, non, de patienter, et ils vont mieux, en fait, voir leur position et informer nos autorités. Ça n'a jamais été le cas. Et après, nous nous sommes rendus compte que les terroristes ont disparu. Voilà, par exemple, un exemple de faux jeu, en fait, de la part de Barkhane. Alors, donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser nos destins dans les mains, en fait, de Barkhane ou de la France. Mais ici, comment comprendre cette nouvelle sollicitation, justement? Mais oui, mais justement, c'est pourquoi je dis qu'il y a une contradiction. On ne peut pas, en fait, c'est là où je dis que, je dis, le Premier ministre ici, le Premier ministre ici n'est pas, en fait, il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Je le dis et je le répète. On ne peut pas, un Premier ministre qui passe tout son temps à se contredire. Le Premier ministre ne peut pas aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il prône? Il prône un peu ici des valeurs sankaristes. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qu'il en fait dégage comme valeur. Il y a une contradiction. Tu ne peux pas critiquer en fait le comportement de l'armée française, la politique française vis-à-vis du Burkina Faso, et aller encore t'asseoir sur la même table, demander à la France de nous appuyer financièrement et matériellement pour aider nos VDP. D'abord, la France n'a pas pour vocation d'aider en fait les VDP, comme eux-mêmes ils l'ont si bien dit. Si à la limite, on demandait des moyens pour nos forces de défense et de sécurité, ça se comprenait encore plus. C'est pourquoi je vous dis, ici, c'est une mauvaise manœuvre. C'est une très, très, très mauvaise manœuvre de la part du Premier ministre. Oui, je voudrais aussi réagir. Et je pense que, comme monsieur vient de l'expliquer, je pense qu'il y a quand même un manque, et je vais dire, de sérieux dans l'approche des questions qui sont posées, des questions auxquelles le Burkina fait face. D'un point de vue historique, le rapport entre la France, pendant la colonisation, qu'est-ce que la France a fait? La France s'est organisée à dépouiller, à dématérialiser toutes les forces qui se sont opposées à elle pendant sa pénétration. Et lorsque on a eu les indépendances formelles, qu'est-ce que les différents gouvernements de 1960 à aujourd'hui ont fait? Ils se sont attelés effectivement à démanteler village par village toutes les forces qui avaient une certaine organisation, même du point de vue de l'armement local, du point de vue de la défense locale. Les différents régimes se sont efforcés de démanteler toutes ces structures. Et dans le cas récent de la crise actuelle, il y a des villages, il y a des communautés où on les a dépossédés tout ce qu'ils avaient comme moyen matériel et de pouvoir se défendre. Et si cette base, c'est quel type de coopération ou quel type en fait de partenariat sérieux qui puisse nous sortir de cela, qu'on veuille encore nouer avec la France. Je pense que c'est illusoire. Ah bon? Donc vous voulez dire qu'il est inimaginable d'établir un partenariat gagnant-gagnant entre la France et le Burkina? Il est clair. Il ne s'agit même pas uniquement que de la France. Même d'autres pays. Je vois certains souvent aussi qui parlent de la Russie. Je pense que, pour le cas par exemple de la Russie, je pense que nos populations, parfois, je comprends le sentiment effectivement qu'il faut effectivement changer de partenaire ou changer de stratégie par rapport au fait que nous sommes acculés. Je comprends cette position, mais en même temps, l'Union soviétique, des années 1917 à 1956, n'est pas la Russie actuelle. Donc la politique ou la solidarité internationale développée par l'Union soviétique de ces années-là diffère de la Russie impérialiste qui aussi adopte des rapports de domination. Et dans un contexte de rapports de domination tel que la France est notre pays, je pense qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, non seulement pour la crise actuelle, mais en même temps pour le développement. Parce que, je vous prends un autre exemple. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est le développement endogène qui est pratiquement le seul recours si on... Il y a le développement endogène tel que vous l'avez dit, mais en même temps, je me réfère aux conclusions, par exemple, de nos études. Il ressort qu'il y a une urgence à aller vers la révolution. Voilà.
il y a une urgence à aller vers la révolution qui va changer en fait les rapports sociaux entre les différentes entités. Vous prenez un exemple, même si vous vous levez dans le cadre des différentes coopérations avec les ONG ou avec les associations qui font de la prévention et de la gestion des conflits, une fois qu'on a fait le forum, une fois qu'on a sensibilisé, est-ce que ça élimine les bases d'inégalité qui existent au sein de notre société? Est-ce que ça les élimine? Mais ce ne sont pas... ce sont des luttes de longue haleine. Ce n'est pas au cours d'une cérémonie ou d'une simple séance. C'est pourquoi je suis d'accord avec... C'est pourquoi je suis d'accord avec... avec M. Ouédraogo, qu'effectivement, le Premier ministre, la transition actuelle n'est pas structurée, elle n'a pas une vision d'ensemble de ce qu'elle doit entreprendre pour nous sortir de cette situation. Sinon, les rapports de domination, tant qu'elles vont exister, ou tant que, je veux dire, que la politique à l'étape actuelle n'est pas à effacer, en fait, ces rapports de domination, elle va toujours, en fait, créer, et je veux dire, des dynamiques internes d'inégalité. Et la crise actuelle, on l'a démontré, qu'elle s'est exacerbée parce qu'il y a, en fait, des facteurs historiques internes qui permettent d'alimenter. Et je crois que c'est ce dont RFI et autres en font cas. Et ce n'est pas faux. Alors on va poursuivre, nous sommes pratiquement dans une dynamique de course contre la montre. Au cours de la semaine, il y a également eu cette question de velléité, de déstabilisation, tantôt de coup d'État démenti de notre point de vue. Est-ce que vous y voyez une différence réelle entre déstabilisation et coup d'État, et tentative de coup d'État? Ben, écoutez, pour moi, c'est des jeux de mots. Déstabilisation, coup d'État, ça rime au même résultat. Voilà, c'est pour juste, en fait, défaire le régime. Ok. Bon, donc, pour moi, c'est des jeux de mots pour juste avoir le temps. Mais je pense que moi, que ce soit des velléités, en fait, ou une tentative de coup d'État, et pour moi, ça ne me surprend pas parce que c'est le contexte actuel de notre armée. C'est le contexte actuel de notre armée, justement, qui favorise cela. De toute façon, les autorités actuelles sont venues comment? Ils sont venus par coup d'État. Et s'ils sont venus par voie démocratique, c'est par coup d'État ils sont venus. Donc, ils doivent aussi craindre, en fait, aussi que d'autres viennent, en fait, prendre leur place par coup d'État. Parce qu'ils ne sont pas venus dans un ordre constitutionnel normal. C'est tout à fait normal qu'ils aient aussi peur. Mais moi, en fait, je ne dis pas non plus que je doute, en fait, de ce que le président de la transition, Ibrahim Traoré, a dit. Mais seulement, je dis ceci. S'il y a des velléités ou des tentatives de coup d'État, c'est que justement, ça montre encore jusqu'à tel point il y a cette fracture dans notre armée. Ça veut dire que notre armée jusqu'à présent n'est pas arrivée à un consensus réel autour de certaines questions qui les divisent. Et justement, d'où justement, il invite à les ramener sur la table, en tout cas, de voir plutôt la souffrance de nos populations. Il y en a qui ne dorment même pas, en fait, il y en a qui ne dorment même pas sous des tentes qu'on avait érigées pour eux pour y dormir. Il y en a qui ne dorment même pas sous des tentes. Il y en a qui dorment à même, en fait, voilà, le sol et voilà, le ciel. Voilà. Donc je pense qu'il faut voir, en fait, ces souffrances de nos populations et se dire qu'ils doivent, en fait, justement, se battre pour nous, populations, parce qu'ils ont été engagés dans l'armée. C'est un serment. Ils sont venus dans l'armée justement pour défendre les Burkinabés et le territoire burkinabé. Ils doivent s'y mettre, éviter en fait les divisions inutiles. Si réellement il y a eu une tentative de coup d'État et que le président de la transition sait des velléités de déstabilisation si vous voulez, et que le président de la transition connaît les auteurs, ben écoutez, pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Parce qu'il a dit vouloir privilégier le dialogue. Alors pour moi, ou bien deux choses l'une. S'il privilégie le dialogue, c'est bien. Privilégier le dialogue, c'est une voie de sagesse que j'applaudis d'ailleurs, parce que c'est une voie de sagesse. Il n'appartient pas à tout le monde, en tout cas, de suivre la voie de la sagesse. Mais si tel est le cas, c'est bien. Mais dans le cas contraire, peut-être que les rapports de force aussi ne le permettent pas, en fait, ne le permettent pas.
aussi. Il y a des voilà. non-dits. Voilà. Donc pour moi, il y a des non-dits. Pour moi, il y a des non-dits. Pour moi, il y a des non-dits. Et j'aimerais en tout cas que tous ces points d'ombre-là soient élucidés pour qu'on comprenne mieux la situation. Peut-être qu'il y ait plus de communication. Bien sûr, parce que vous savez, en fait, il y a un problème de communication récurrent dans la gouvernance militaire. Nous l'avons signalé à plusieurs reprises et en fait, ça ne fait que prendre en fait une certaine dimension vraiment inquiétante. Est-ce que vous êtes d'avis que les instigateurs de cette tentative de déstabilisation, qui sont connus selon les autorités, devraient être arrêtés? Madame, permettez-moi de ne pas avoir un avis motivé sur cette question, parce que j'estime que nous sommes dans un contexte assez sérieux et que les questions fondamentales de notre pays doivent être mises au jour, doivent être expliquées, doivent être débattues avec le peuple pour en trouver des solutions. Et des histoires de déstabilisation ou de vraiment, je n'ai pas un avis motivé, mais ce que je peux dire... Mais cela relève une question fondamentale si les faits sont avérés. C'est la survie de la nation qui en dépend. Ce que je peux dire, c'est que l'expérience des coups d'État en elle-même, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? C'est ça aussi. On vient de voir un autre. Qu'est-ce qu'elle nous apporte de manière structurée, de manière cohérente, face aux grandes problématiques qui sont posées de l'heure? Prenez la question de la coopération dont vous faites cas. Comment elle est posée? Comment elle est posée? Uniquement le Premier ministre et son président qui sortent quelquefois, qui en parlent. Il faut en parler au peuple. Il faut l'exposer. C'est de cela qu'il s'agit. La question des dissensions communautaires, comment elle est posée? Il faut la débattre avec le peuple. C'est de ça qu'il est question. Et dans quel cadre? Comment vous entrevoyez cela? D'abord même, le cadre même, il est biaisé, de mon point de vue, en tant que citoyen. Vous voyez des groupes de personnes qui estiment que le précédent en a pas bien travaillé, en a mal fait, et il rappelle la plupart des entités et des structures qui étaient également associés au précédent, et qu'ils se réunissent, ils le désignent. Qu'est-ce qu'on peut en sortir de bon avec? Donc déjà, je pense que la première des choses qu'il devrait faire, c'était de ramener la question en fait de la, et je vais dire, et des grands points qui devraient structurer sa gouvernance là, de la ramener à un débat au peuple de manière plus large. Pas par ce qu'ils ont fait. Notamment aller se retrouver à la salle de conférence de Ouaga 2000 avec les mêmes acteurs pour venir entériner. Non. C'est un rapport de force. Les assises nationales. Les assises nationales. M. Damiba l'a fait. Je veux dire, Zida l'a fait. Damiba l'a fait. Lui, il vient de le faire. C'est la même chose. Mais le peuple dont vous faites cas, c'est les représentants de ce peuple-là qui étaient à ces assises-là. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est le peuple dont M. Ouedraogo fait cas? Le peuple qui n'a pas de toit? Le peuple qui n'a pas à manger? Le peuple qui est acculé et qui est pourchassé dans sa dignité? Vous êtes sûr que c'est le peuple qui se retrouve là-bas? Alors, les PDI avaient des représentants à ces assises? Non. Ou de quel peuple est-ce que vous faites cas? Non, le peuple, il faut l'apprendre. Est-ce qu'il y a plusieurs peuples, justement? Parce que cette question de peuple revient très souvent sur ce plateau. Ah oui, bon, je pense que... Tantôt on entend le peuple, ceux qui manifestent, le peuple, ceux qui sont contre la France, le peuple, ceux qui sont justement sous les tentes. Qui est le peuple? Est-ce que les grandes questions qui sont posées, notamment la question du rapport entre l'impérialisme, notamment français, et notre pays, la question communautaire dont on a fait cas, la question foncière, qui sont aussi des éléments, un élément aussi et non moins important, est-ce que ces questions-là ont été débattues là-bas? Est-ce qu'on a le temps justement de revenir sur ces questions-là? Ah bon? Dans le contexte actuel, vous pouvez dire que, au-delà de la question sécuritaire,
La question de la coexistence pacifique entre les différentes communautés n'est pas une question préoccupante. Est-ce que la question des rapports d'inégalité qui se développent ou qui sont développés depuis, est-ce que ce n'est pas une question fondamentale? La question foncière, vous estimez qu'elle n'est pas importante? Elle est très importante. Donc, c'est toutes ces questions-là. Mais dès lors qu'il ne s'agit pas de ces questions, bon, il va sans dire que c'est du folklore qui a été fait. Je ne fais pas cas de l'importance de la question. C'est compte tenu du temps qui est imparti à la transition, c'est de cela que je fais cas. Non. C'est le temps. C'est le temps. Alors, c'est le temps du peuple. À Issaka de peut-être apporter son regard. Non pas le temps des individus. Alors, merci. Vous avez la parole. Non, mais je pense que quand vous me demandez de quel peuple nous parlons, moi je parle de ce peuple dans le Sahel. Ce peuple au nord, au nord-est, ce peuple à l'ouest, Nouna, Fada, Dori, Djibo, ce peuple qui est sans voix, ce peuple qui est meurtri. Nous n'allons pas parler de ceux qui sont à Ouaga. Nous qui sommes à Ouaga, parce qu'en réalité, mais les cas que vous citez, je suis désolé, je pense que les gens ont assez mangé, ils ne réfléchissent plus, ils se font filmer, ils postent des vidéos, ils parlent n'importe comment, mais ce n'est pas ici le combat. Le combat se trouve au Sahel. Le combat se trouve à Fada. Le combat se trouve à Nouna. Si réellement des gens estiment qu'ils sont en train de se battre pour le pays, ils veulent vraiment aider réellement les autorités, c'est aller sur le terrain de combat, aider nos forces de défense et de sécurité. Aller sur le terrain de combat, aider nos populations meurtries, qui pleurent tous les jours, qui n'ont pas d'habitation, qui n'ont pas à manger, qui souffrent. Le président Ibrahim Traoré l'a si bien dit lorsqu'il a rencontré les OSC et les partis politiques, des gens qui se nourrissent à même les feuilles d'arbres. C'est d'eux que moi je parle. C'est eux qui sont nos populations. Mais ce n'est pas ceux qui sont à Ouaga, qui passent tout leur temps à aller danser dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, à Ouaga, est-ce que les gens ne savent même pas que en fait, le pays est en crise sécuritaire? Les gens s'en fichent pas mal. Et lorsqu'il y a des votes, madame, à qui on fait référence? Les politiciens même vous disent que non, que ce soit Ouaga ou Bobo, nous on n'a rien à cirer avec Ouaga et Bobo. Nos électorats se trouvent dans les campagnes, dans les provinces. C'est d'eux que je parle. C'est eux qui sont nos populations en réalité. Donc je pense que nous devons travailler en sorte que nos parents qui sont aujourd'hui à Mané, à Nouna, à Fada, à Dori, à Djibo et autres, puissent être en tout cas, puissent retrouver, et puissent retourner chez eux en toute quiétude, que l'administration puisse retourner, comme l'a si bien promis le président de la transition. Il nous a dit dans 6 mois, normalement, tout doit rentrer dans l'ordre. C'est notre souhait le plus ardent. Nous voulons que nos populations puissent rentrer chez eux. Parce que je pense que pour un Burkinabé conscient, on ne peut pas bien dormir chez nous, pendant que nous avons nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir de l'autre côté en fait, du pays. Allez-y, Herman. Vous parlez des peuples aux assises. Qui étaient les acteurs qui étaient présents? C'est qui? C'est l'APMP, l'ex-majorité et toute cette cohorte, même que le MPSR 1 effectivement a décrié et a souhaité qu'elle soit à la touche. C'est avec ces mêmes acteurs. Donc qu'est-ce qu'on peut en produire avec? Donc je pense que le peuple est ailleurs. Même à Ouagadougou, il y a des entités également aussi qui peuvent représenter le peuple et qui représentent le peuple. Vous avez parlé de la question foncière. Mais la question foncière, elle n'est même pas uniquement, juste pour relativiser un peu les propos de M. Ouedraogo, elle n'est pas uniquement prégnante à l'intérieur du pays, mais elle est aussi prégnante au niveau des zones urbaines. Voilà. Donc la problématique du foncier urbain et du foncier rural, c'est une grande problématique. Et sur cette question-là, qu'est-ce que le président et le premier ministre en disent? C'est aussi ça. Qu'est-ce qu'ils en disent? Et avec qui ils en décident? Et comment la question est posée? C'est ça qu'il est question.
Voilà. Maintenant, bon, une question de déstabilisation. Bon, moi, je ne saurais dire, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, et même ils sont ambigus dans leur explication. Donc, je ne peux pas Donc, avoir vous un avis considérez cela motivé. comme un faux fuyant? Je n'ai même pas d'avis motivé parce que ce n'est pas une préoccupation pour moi. Saka qui sourit, apparemment, c'est pas également une préoccupation pour vous. Non, c'est une préoccupation pour moi parce que ça concerne la vie de la nation. Et je pense que la vie de la nation nous incombe tous. Et je pense que si mon frère a dit que ce n'est pas sa préoccupation, c'est une manière de dire que, au fait... il y a plus urgent. Voilà, il y a plus urgent que ça, quoi. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a plus urgent que ça. C'est pour aussi vous dire que, véritablement, il ne croit pas trop à cette thèse-là. Et pour lui, voilà, il faut passer au plus sérieux, quoi. Voilà, au plus sérieux. Et je pense que, pour moi, s'il y a déstabilisation, ben, écoutez, que le président de la transition prenne ses responsabilités, qu'il arrête ceux-là qu'il dit connaître, qui sont à la manœuvre, qu'il les arrête, et puis ben voilà, c'est tout, on continue. Alors une dernière question, Isaka Ouedraogo, récemment vous avez animé une conférence de presse où vous avez interpellé le MPSR2 à éviter les erreurs du MPSR1. De quelle erreur précise est-ce que vous faites cas? Bon, d'abord, vous savez, dès la mise en place du gouvernement du MPSR1, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de copinage dans les nominations, au poste des ministres, au poste de directeurs généraux, à des postes stratégiques. Nous avons dit, il ne sied pas à un gouvernement militaire, putschiste, qui veut redresser les choses, qui est venu pour une raison précise, la réhabilitation de notre territoire, et qui s'adonne justement à ce genre de manœuvres. À quoi riment ces manœuvres? Si vous prenez un pouvoir, vous positionnez vos amis, vos parents, vos copines, eh bien, écoutez, ce n'est plus encore une lutte contre le terrorisme. C'est pour venir carrément maintenant, le Burkina est aujourd'hui presque à terre, c'est pour venir peut-être enterrer le pays. Il y a eu le coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré est venu, il nous a dit que le colonel Paul-Henri Sandaogo s'était carrément démarqué de la ligne directrice qui se sont fixées pour faire le coup d'État au président Roch Marc Christian Kaboré. Moi et les autres, nous avons dit, effectivement c'est vrai, nous l'avons remarqué, et nous avons dit, si réellement c'est pour cela qu'il a fait le coup d'État, nous sommes d'accord avec lui, et il nous a dit, nous rétablir la sécurité dans 6 mois. Nous avons dit, nous sommes d'accord. Mais ça, c'était avant la mise en place du gouvernement, MPSR2. La mise en place du gouvernement, nous avons remarqué que c'est les mêmes copinages qui sont en train de revenir. Alors, donc, les gens se sont partagés les postes. On voit que les postes, encore des responsabilités, les postes des directeurs généraux, des postes où, en fait, les gens peuvent bien manger, ils sont en train encore de positionner encore leurs amis. À l'ALT, vous avez des gens qui ont positionné leurs belles-sœurs et autres à l'ALT, leurs oncles qui sont à l'ALT. Dans le gouvernement, c'est la même chose. C'est pourquoi nous avons dit, c'est la même erreur que le MPSR2 est en train de répéter. Parce que l'armée, c'est la décence. L'armée, c'est l'exemple. Nous ne pouvons pas comprendre que des gens qui se disent bien structurés, qui se disent la muette, que les gens estiment être des exemples, soit aujourd'hui, en fait, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire, mais ne soit pas aujourd'hui ce que nous pensons d'eux. Donc il y a une déroute à la matière. Et c'est pourquoi, justement, il faut que le MPSR2 reprenne vite la main, sache que les erreurs qui ont été commises par le MPSR1, qui les a amenés à faire le coup d'État, ils doivent éviter encore qu'il y ait encore d'autres problèmes avec leur gouvernance qui implique aujourd'hui ou qui associe les parents, parce que le Burkina n'appartient à aucune famille. Le Burkina n'appartient pas à un groupe d'amis. Le gouvernement n'appartient pas à la copine de qui que ce soit, ni à l'oncle de qui que ce soit. Le Burkina appartient à tous les Burkinabés dans leur entièreté. Les sans-voix ont leur part de vérité à dire dans la gestion de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui,
on ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux sur la réalité. Aujourd'hui, ils sont venus pour nous rétablir la sécurité. C'est ce à quoi ils doivent réellement s'adonner. Si aujourd'hui, dans 3 mois, dans 4 mois, il n'y a pas une amélioration sur le terrain, ben vous comprenez que les gens vont commencer à les dédire. Et nous, moi je pense que, en ma qualité de responsable, c'est le conseil que je puisse leur donner pour que réellement ils prennent à bras le corps ce pourquoi ils ont fait le coup d'État à leur grand frère, à leur aîné, avec lequel ils sont venus justement faire le coup d'État au président Roch-Marc Christian Kaboré, légalement élu, démocratiquement élu par les Burkinabés, et c'est tout. Merci Issaka Ouedraogo. On considère ce recadrage comme un mot de fin. Merci d'être venu. Merci également Herman Konkobo. Nous sommes au terme de ce plateau qui a consisté à analyser plusieurs sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Merci à tous et très bonne suite des programmes sur Burkina Info.